Bonjour à tous. Mon nom est Pascal Borel et je vous parle des montagnes suisses. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des médias, ou plus particulièrement de la façon dont on acquiert l'information de nos jours. Ce qui a titillé mon esprit, c'est que je reçois d'une de mes amies du Club Cigare de Genève, dont je suis un des membres fondateurs, un petit pictogramme composé de 4 images qui décrit l'évolution des médias ces dernières années. Alors, le premier pictogramme, dans les années 70, on avait affaire à des spécialistes scientifiques en blues, le truc, on pouvait leur faire confiance. L'information était leur seul but. Or, la plupart du temps, contraintes financières, politiques, administratives ou autres. Puis, le deuxième pictogramme, les super spécialistes scientifiques font place à des journalistes authentiques. Des journalistes dont l'information est leur priorité. Encore une fois, ils se considèrent comme l'instrument, bien sûr, comme les témoins de ce qu'il se passe et l'instrument de la dénonciation quand c'est nécessaire et que certains pans de l'économie, de la politique, outrepassent leurs responsabilités. Le troisième pictogramme, là, c'est le speaker de télévision, le speaker du journal de 20 heures ou qui lit un prompteur tel le singe savant, on ne sait pas qui a écrit le texte du prompteur, et là on peut commencer à se dire « Oh là là, il y a des intérêts cachés là derrière ». À l'exemple de Poivre d'Arvor, Patrick Poivre d'Arvor, avec tout le respect que j'ai pour lui évidemment, qui dans les années, on va dire 90-95, à peu près dans cette période, un jour reçoit un coup de fil vraisemblablement de François Mitterrand qui lui dit « Écoute Patrick, si tu parles plus que 18 secondes de ce qui est en train de se passer sur les marchés financiers, je rappelle, c'était le moment où George Soros, après avoir fait dévaluer la livre de 20%, s'apprêtait à faire la même chose avec le franc français, puisque celui-ci était contrôlé et surévalué par des manœuvres politiques. Et je me suis dit toujours, c'est triste à dire, mais c'est le jour où Vaison-la-Romaine a connu une catastrophe qui a fait des morts, dont les images étaient ultra impressionnantes par l'accumulation d'eau, par le fait que tout le village s'est transformé en une sorte de torrent qui a tout balayé. Et ils ont passé 29 minutes et 40 secondes, allez j'exagère un peu, à parler de ça en montrant les images pour éviter qu'on parle de la situation financière internationale, parce que si ça avait donné des idées à Monsieur Tout-le-Monde de participer au mouvement que déclenchait George Soros pour ramener simplement le franc français à sa valeur réelle, la France perdait 15, 20, 25% de sa valeur en une nuit, comme ça s'était passé pour la livre. Donc là, on se dit, tiens, c'est quand même curieux, le journaliste, il n'a plus grand-chose à dire. Non, c'est la ligne éditoriale, ce sont les contraintes des publicitaires qui, évidemment, sont responsables de 80 ou 90% du chiffre d'affaires, donc de la survie du journal, qui est là et commence à dominer la scène. Et puis, le dernier pictogramme, donc ce que m'envoie mon ami, donc du Club Cigare de Genève, c'est aujourd'hui, c'est les youtubeurs avec ma cousine Carole, qui n'est pas du tout journaliste ou quoi que ce soit, et qui se permet de prendre la parole. Écoutez, moi, je suis littéralement en train de devoir me transformer en journaliste. Je ne suis pas du tout journaliste, mais j'analyse et je fais les liens entre les différentes informations, les différentes sources d'informations que je reçois. Aujourd'hui, il existe quelques médias qui ont repéré que tout ça constitue une inefficience de marché. Il y a quelques journaux qui se rendent compte que si, plutôt que de répondre aux intérêts des annonceurs, aux intérêts des actionnaires principaux de la structure dans laquelle ils travaillent, parce que je rappelle que la plupart des médias ont exactement la même structure d'actionnariat, donc capitalistique, qu'un Nestlé, leader mondial de l'agroalimentaire, qu'un Monsanto, qu'un BNP Paribas ou autre. Ce sont des sociétés qui sont pas toujours cotées, mais qui ont la même structure capitalistique. Donc ça veut dire que la priorité numéro 1, c'est d'entretenir les revenus pour faire en sorte que la valeur de l'action de ces médias reste au minimum au niveau où elle est aujourd'hui ou qu'elle augmente. Mais un journal apparemment, comme France Soir,
à repérer l'inefficience de marché que ça constitue. Parce que si tout d'un coup vous avez un journal qui, avec une approche journalistique professionnelle, recommence non pas à dire ce qui est dans l'intérêt de leurs annonceurs et de leurs actionnaires, mais à dire tout simplement leur vérité, ce qu'ils sont capables d'observer dans le marché et qu'ils donnent ça au public, ben, vous imaginez bien qu'ils vont prendre une partie du marché très importante. C'est une évidence absolue, parce que les gens sont assoiffés de pouvoir se renseigner non pas sur la base des contraintes éditoriales, des contraintes du rédacteur en chef, garant des revenus, etc., etc. Non, ils veulent avoir une information brute de fonderie à la source. Et aujourd'hui, rendez-vous compte, c'est des gens comme moi qui, et je m'en passerai bien, moi devoir me mettre en avant, comme je vous l'ai déjà dit, personne n'est préparé à ça. Si vous m'aviez dit que je devrais faire ce travail à un moment donné, tant on vit dans un mur de propagande aujourd'hui, je vous aurais dit, mais non, voyons, attendez, les gens sont honnêtes, ça ne va pas se passer comme ça. Eh bien pourtant, aujourd'hui, on y est. Donc, je veux dire, c'est tellement visible que même, par exemple sur Planète 360, je voyais encore Charles Gave, que j'aime beaucoup écouter, qui a des fois des propos qui sont vraiment sympas, qui disait, écoutez, il y a deux sortes de journalistes. Il y a les journalistes honnêtes, qui sont au chômage, puis il y a les autres. Et quelque part, alors évidemment c'est une boutade, je ne vais pas m'abriter derrière quelque chose comme ça, mais c'est un peu vrai. Aujourd'hui, les journalistes qui osent se mettre en porte-à-faux avec les intérêts d'un YouTube, d'un Google, ou des GAFAM en général, ou des intérêts politiques, sont censurés, saqués, complets, à tel point qu'un journal comme François aujourd'hui est en train de faire signer une pétition pour garder son droit à la liberté d'expression, qui théoriquement est garanti d'un point de vue constitutionnel. Oui, mais les politiques et les autres font pression pour que les intérêts financiers, que ce soit des politiques ou de leurs concurrents, soient préservés. Mais c'est de la science-fiction. Un journal doit dépenser son énergie pour essayer de conserver un droit qui lui est acquis de par la constitution du pays dans lequel il travaille. Non mais où est-ce qu'on va? C'est dément. Donc, comme je le dis, on est devant un mur de propagande. Et il faut aller trouver l'info là où elle est. Je vais vous donner deux, trois petits exemples. Aujourd'hui, Beijing Biden, parce que Joe Biden aux États-Unis, on l'appelle Beijing Biden. Pourquoi? Parce que la première chose qu'il a fait au début de sa présidence, c'est de remettre en route tous les contrats que Trump avait éliminés, qui visaient à, j'allais dire, une sorte d'impartialité de traitement entre les producteurs de voitures chinois ou américains, entre les producteurs de microprocesseurs chinois et américains. Il a mis des taxes pour contraindre les Chinois à ne plus pouvoir utiliser les manipulations, entre autres sur les taux de change, pour se faire des couilles en or. Excusez-moi. Et Beijing Biden, la première chose qu'il fait, il fait un truc comme ça. L'autre chose dont évidemment aucun média n'a parlé, c'est qu'une des premières choses qu'il a fait voter par le Congrès, c'est l'abaissement de l'âge de l'acceptation sexuelle à 13 ans. Donc, pourquoi est-ce que les médias ne nous parlent pas d'un truc comme ça? Est-ce que les médias traditionnels considèrent que c'est tout à fait normal? Ou est-ce que c'est pour protéger, j'allais dire, un certain nombre de politiques qui, avides de pouvoir, sont tout contents de pouvoir, excusez-moi de le dire, mais s'envoyer des petites jeunes filles parce que c'est un signe de pouvoir manifeste. C'est affreux à dire, mais d'où le Pizzagate et tout, je ne vais pas entrer dans ces considérations ici. Mais le fait est que Beijing Biden... il fait voter l'abaissement de l'âge de l'acceptation sexuelle à 13 ans. Le Parlement français a fait la même chose à peu près en même temps. Et c'est pour protéger les, entre guillemets, on ne va pas les accuser de pédophilie, mais tous ces hommes de pouvoir qui, comme je le dis, sont avides de ces jeunes filles. C'est dramatique. Comment est-ce qu'on peut laisser... Dans le cadre du Parlement français, ils sont en train de le faire. Et ce qu'il y a de pire, c'est qu'il y a quelques mois, on a une Brigitte Macron
qui est quand même la femme du président, qui vient vous expliquer qu'il faut lutter contre la pédophilie, que c'est quelque chose d'affreux, etc. Et son très saint mari, président de la France aujourd'hui, dans les mois qui suivent l'émission, montre ses valeurs, protéger l'enfance, donner un droit à l'enfance. Le président avalise un geste comme celui-là. Mais où sont les médias? Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi est-ce qu'ils ne nous parlent pas d'un truc comme ça? Je vous dis, c'est de la science-fiction. Ensuite, je cite un truc qui est quand même assez amusant. Beijing Biden, c'est l'homme qui est président de la première démocratie de la planète. Enfin, non, c'est l'un de la première démocratie de la planète en termes de nombre de population en valeur absolue. Mais le leader du monde, on va dire, libre, démocratique, ça reste les États-Unis, ne serait-ce que d'un point de vue de la capitalisation boursière. Le Beijing Biden, il fait un discours, un speech, enfin, attention, il lit le téléprompteur, tel un perroquet dans un cirque, et à la fin, il dit, alors maintenant, qu'est-ce que je suis censé faire? Je crois que je dois répondre à des questions. Enfin, est-ce que vous voulez que je réponde à des questions? Enfin, je fais comme vous voulez, c'est vous qui me dites. Non mais, et ça, c'est sur Twitter, c'est sur YouTube. Allez le rechercher, je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Comme ça, vous pourrez le voir. C'est encore pire que ça. Au moment où il commence à répondre à des questions et que ça ne plaît pas aux personnes qui sont en charge de diriger Biden, eh bien, tout d'un coup, c'est comme sur CNN, quand tout d'un coup, ça ne correspond plus à la ligne éditoriale parce qu'il y a quelqu'un d'interviewé qui se permet d'aller outre les frontières qu'on lui a assignées dans le cadre de l'interview. Le Beijing Biden, il dit, voilà, je suis prêt à répondre. Ça veut dire une chose, c'est qu'au moment où il arrive dans la partie où il doit parler lui-même, où c'est son intention, alors qu'il a, selon les sondages de mainstream media, il a 60% d'acceptation. D'accord? Donc, s'il parle de son projet, de ce qu'il est en train de faire, s'il a 60% d'acceptation, ça va passer comme une lettre à la poste, c'est évident. Non, ce qu'on fait, c'est que dès qu'il doit commencer à parler, il y a plusieurs interviews qui se sont passées comme ça, oh, problème technique. Problème technique, hein? La lumière disparaît, le micro se coupe, l'écran se brouille. Je vous dis, c'est comme sur CNN quand quelqu'un d'interviewé ne correspond pas à la ligne éditoriale. Oh, nous avons perdu la communication. Et c'est comme ça de façon systématique. Vous pouvez le croire ou ne pas le croire, mais il suffit de passer quelques heures sur YouTube et de regarder, parce que comme tout est filmé, voilà. Alors, maintenant, une chose. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a complot. La plupart de ces politiciens sont des gens qui, à la base, veulent bien faire. Ils veulent faire en sorte que les administrés, à savoir les citoyens du pays, puissent générer, j'allais dire, la valeur dont ils se nourrissent eux-mêmes à travers le travail. Mais il faut comprendre une chose, tous ces politiciens, ce sont des politiciens professionnels pour la plupart. Donc ça veut dire qu'ils n'ont jamais rien fait de leurs 10 doigts. Jamais. Ils n'ont jamais été menuisiers, ils n'ont jamais été maçons, électriciens, charpentiers, ils n'ont jamais été médecins. Il y en a quelques-uns qui ont une formation. Ouais, mais la formation, c'est bien, mais la pratique, c'est mieux. Quand vous avez une formation de médecin, que vous vous lancez dans la politique ou dans l'assurance, comme les médecins, vous ne saurez jamais la médecine. Vous n'aurez pas une expérience pratique. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, ces politiciens, ils sont conseillés par qui? Par les top chefs d'entreprise qu'ils admirent par définition. Moi, si j'ai la chance de rencontrer le boss de BNP Paribas, puisque je l'ai cité il y a un instant, ou si j'ai la chance de rencontrer, je ne sais pas moi, le boss d'un Nestlé, d'un Novartis, évidemment que je vais être très respectueux parce que cet homme-là, non seulement il a les connaissances, mais en plus il pratique au jour le jour. Donc le brave politicien qui, lui, à part la rhétorique devant l'écran, et puis n'a pas beaucoup de connaissances, il n'a pas beaucoup de qualités naturelles, excusez-moi de le dire, mais c'est un état de fait. Il bave des ronds de chapeau devant les gens qui, dans le secteur privé, ont très bien réussi. Ouais, mais le problème est le suivant. Quand vous avez le président du conseil d'administration d'une grande banque qui vient vous dire ce qui se passe au niveau financier, des monnaies, et ceci et cela, vous vous imaginez bien que le politique, il est
un genou, pratiquement un genou en terre en train d'écouter. Et le chef d'entreprise va faire passer ses intérêts financiers et ses intérêts propres avant quoi que ce soit d'autre. Donc, il va être capable de manipuler le politicien. C'est bien ce qui se passe au niveau des vaccins aujourd'hui. Tout le monde, je crois, a bien compris que le vaccin contre la grippe, il faut en produire un différent chaque année et il n'est pas efficace à 100%. Il donne un coup de boost à votre système immunitaire pour qu'il se défende un peu mieux, mais ce n'est pas un vaccin à proprement parler. C'est un coronavirus. Et les virus corona basés sur l'ARN, on le sait tous, n'ont pas de mécanisme de contrôle de l'intégrité de la duplication du matériel génétique. Donc, ça veut dire qu'il mute tout le temps. Et il est probable que quand vous êtes touché par le coronavirus, vous avez en vous, mais tous les êtres humains, 2, 3, 5, 8, 10 mutations qui se font sur la base du virus original qui a pénétré en vous. Donc, on le sait tous. Et on sait tous aussi que les traitements antiviraux fonctionnent relativement bien. On sait tous que les traitements antiviraux coûtent à tout casser 10 francs, 10 euros par semaine pour un patient donné et vont lui éviter les symptômes aigus à 99%. Et ça a même réduit le taux de mortalité. Je crois qu'aujourd'hui, on est nettement à moins de 1% de taux de mortalité. Donc, on le sait, oui, mais ça ne coûte pas cher, ça n'apporte rien au patron de l'industrie pharmaceutique ou de la banque qui a investi dans l'industrie pharmaceutique. Donc, ça veut dire que quand le top banquier, le chef, le patron d'un BNP, d'un Dieu sait quelle grande société, vient parler à ses politiques, il a un intérêt financier évident. Lui, il doit promouvoir son vaccin. Ça va même beaucoup plus loin. La Suisse, qui est le pays de la pharma. Oui, évidemment, c'est un peu le pays de la pharma, entre Novartis, Roche, Ciba, Sandoz, blabli, blabla. On est au top des biopharmes et autres, c'est le top, d'accord? Le pays de la pharma a reçu quasiment l'interdiction de développer quoi que ce soit dans le domaine des vaccins parce qu'il y a des sociétés d'investissement qui avaient déjà investi dans Pfizer et quelques autres et qu'ils voulaient que le retour sur investissement se fasse dans de bonnes conditions. Or, s'il y a de la concurrence de la part du secteur pharmaceutique suisse, l'argent qu'ils ont déjà investi ailleurs ne fructifiera pas de la même façon. Donc, si vous voyez, les liens, ils ne sont pas forcément évidents, mais ils sont tout le temps là et ces intérêts financiers sont tout le temps là derrière. Ce que je vous dis, c'est que les politiciens sont pas mal intentionnés, pour la plupart. Non, ils sont sous les contraintes de leur propre perception des patrons d'entreprise qui viennent les conseiller. Évidemment qu'ils ont du respect pour ces gens-là. C'est un état de fait. Bref, pour finir, ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous devez aller chercher l'information là où il vous semble juste qu'elle est. Et si vous vous contentez de regarder ce que les mainstream médias vous donnent, ça ne va pas fonctionner. Vous allez être désinformé de façon systématique, non seulement dans le domaine de la politique, dans le domaine de la santé, quand il s'agit des virus, quand il s'agit de la pandémie actuelle. Et finalement, vous savez, les politiques adorent les guerres et les épidémies parce que ça leur permet d'asseoir leur contrôle, ça permet de distiller de la peur et une population qui a peur, vous la manipulez comme vous voulez. Une des premières choses que Beijing Biden a fait, c'est, dans le cadre de NATO, renvoyer quelque chose comme 35 000 hommes entre Irak, Syrie, etc., alors que Trump avait, entre guillemets, démilitarisé l'ensemble du truc. Enfin, je ne dis pas complètement, mais il n'a pas fait de guerre. C'est le premier président, je crois, depuis Reagan ou quelque chose comme ça, qui n'a pas déclenché une guerre. Parce qu'il avait d'autres objectifs, baisser les taxes, créer
un level playing field, donc une situation d'impartialité avec nos amis chinois dans le cadre de négociations commerciales et autres. Mais la première chose que fait un Biden, c'est de remettre des troupes sur site. Pourquoi? Parce que par définition, ils vont se faire bombarder et tirer dessus. C'est une évidence. Et ça justifiera la reprise de la guerre, ça justifiera la reprise de la production d'armement. Hein, les cruise missiles à 1 million de dollars le pop. Non mais attendez, c'est dingue! Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous devez lire à travers les lignes et que la plupart des médias mainstream, s'ils ne sont pas attaqués soit par la justice, soit par des annonces, etc., vous disent véritablement ce qui est dans leur intérêt financier, dans l'intérêt de, j'allais dire, du maintien du statu quo. Parce que les médias classiques ne peuvent plus progresser en termes de capitalisation boursière. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les citoyens journalistes, si je prends l'exemple de la Chine, sont les gens qui sont capables de nous renseigner non pas à travers le filtre du Parti communiste chinois, mais en direct sur ce qui se passe, sur ce qu'ils vivent au jour le jour, sur ce à quoi vous pouvez vous identifier. Donc, ces citoyens journalistes, ils sont tellement indispensables. Et donc, ce que je dis tout simplement, c'est que les mainstream media ne pourront plus connaître la croissance qu'ils ont eue dans les années 70, 80, 90. Non, c'est terminé. C'est terminé. Parce que la presse écrite est mourante, elle va perdurer, je ne dis pas qu'elle va mourir, mais aujourd'hui, elle est en perte de vitesse, c'est une évidence. Donc, oui, peut-être bien que, pour reprendre ce que je disais au début, la cousine Carole, youtubeur, n'est pas l'idéal. Mais d'un autre côté, quand c'est un citoyen journaliste qui, au mépris presque de sa vie, vient informer les gens, qui se met en avant. Vous savez, on dit pour vivre heureux, vivez caché. C'est la base. C'est la base. Moi, vous croyez que ça me fait plaisir de devoir faire ce travail? Je reviendrai sur ces sujets dans le cadre de la santé, de la médecine, du Bitcoin, enfin de toutes sortes de sujets. Mais je crois que j'en ai assez dit pour aujourd'hui. Donc, je vous remercie pour votre aimable attention. Merci de m'accueillir chez vous encore une fois. Paix à vous. Paix à tous les citoyens de la planète. Peace out.